La soirée continue, il nous reste encore 2 temps forts avec effectivement les pitchs de l'Occitanie Startup Success en partenariat avec la French Tech et évidemment l'émission de radio en live à 20 h, ça marchera jamais. Alors on va commencer la série de pitch, donc j'invite Karim et les premières personnes qui vont pitcher à se joindre à nous, s'il vous plaît. Merci Bastien. Je testais le micro en fait pour ceux qui vont venir. Pour l'ensemble des lauréats French Tech Tremplin qui vont pitcher, je vous invite à attendre juste sur le côté de la scène. Donc on sera sur un exercice de pitch de 2 minutes. On vous invitera à passer dans l'ordre qui est inscrit sur le panneau juste derrière moi. Et donc vous aurez la scène rien que pour vous, l'un après l'autre. Karim, est-ce que ton micro fonctionne? Sinon, je te donne le mien pour ce moment d'échange avec Bastien rapidement pour l'inauguration de cette session. Ça marche. Parfait. Éloigné, j'attends. Là, vous pitchez vraiment votre boîte. L'idée, c'est qu'on est comme ça. Alors l'objectif de cette soirée est effectivement de continuer par cette série de pitch en vous faisant découvrir des startups locales, Made in Toulouse, avec effectivement, vous allez le voir, 3 séries de pitch. Mais tout d'abord, on va laisser Karim, vice-président de la French Tech, nous expliquer un petit peu le contexte et qui sont ce premier round de pitchers. Alors déjà, la French Tech, c'est un regroupement de chefs d'entreprise. La French Tech aujourd'hui est gérée par 8 chefs d'entreprise. Et donc notre but, c'est de rassembler un maximum de startups, de TI, de grands groupes pour travailler ensemble dans l'écosystème toulousain. Alors vous allez assister à des pitchs de sociétés différentes, de startups à différents stades. Il y en a qui sont au seed, il y en a qui sont un peu plus évoluées, il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Donc on a des lauréats du Pass French Tech qui vont commencer, des lauréats du Pass Tremplin, elle va me tuer. Voilà, écoutez, c'est un exercice qui est intéressant, toujours un exercice stressant, 2-3 minutes pour présenter sa solution et pour essayer de la vendre au mieux. Voilà. Très bien. Et par la suite, vous aurez 2 autres rounds et on montera, on va dire, en nombre de salariés et en équipe au sein de chaque round de pitch. Alors du coup, je vais inviter directement Quidir pour le commander la nuit, pour le premier pitch. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Lekal Quider. Je suis lauréat du programme French Tech Tremplin et je suis le fondateur de la plateforme commanderlanuit.fr. Alors, commanderlanuit.fr, c'est une plateforme qui vise à recenser tous les livreurs de nuit de 21 h à 5 h du matin, essentiellement les food cars. Alors, les food cars, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ce sont des véhicules équipés de conteneurs isothermes qui permettent de stocker des repas préalablement préparés dans des laboratoires de cuisine. Donc ensuite, le client final, il commande directement chez le food car. Il faut savoir que ces food cars ne sont recensés sur aucune plateforme, telle que Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. Donc nous, on a créé cette plateforme-là pour pouvoir les recenser et leur donner une visibilité sur Internet afin qu'ils puissent accroître leur réseau de clientèle et pouvoir développer aussi leur structure. Donc aujourd'hui, la plateforme est sous forme d'un annuaire un peu plus complexe où ces food cars-là peuvent renseigner leur activité avec leur zone de livraison, le moyen de paiement et différentes informations. Donc aujourd'hui, on compte 1000 à 1500 food cars sur toute la France. Et nous, notre objectif, dans un premier temps, ce serait de pouvoir tous les recenser sur cette plateforme et ensuite pouvoir créer une application qui permettrait de les géolocaliser en temps réel. Ce serait une application qui serait un mix entre Uber et Uber Eats. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Quider. On invite Sébastien Garcia de Dr Conso. Je m'appelle Sébastien Garcia, je suis le fondateur de la plateforme Dr Conso, le guide du consommateur responsable. Alors Dr Conso, c'est une plateforme qui permet d'une part aux citoyens qui voudraient consommer de façon plus éthique de pouvoir trouver des entreprises ou des associations dans à peu près tous les secteurs de l'économie, que ce soit pour s'habiller, pour s'alimenter,
pour sortir, pour aller au restaurant, pour construire sa maison, etc. De pouvoir en 2 clics, par mots-clés, par catégorie ou sur une carte, voir si autour de chez eux, il n'y a pas des entreprises qui fonctionnent un petit peu avec le respect de l'environnement, de l'humain et toutes les valeurs pour les gens qui connaissent mieux les termes techniques du RSE. Ça permet d'autre part aux entreprises qui ont une démarche éthique de la valoriser gratuitement, puisque c'est gratuit pour les entreprises, et d'être récompensées en mettant en valeur toute leur démarche éthique, leur process. Et ensuite, dans l'application qui va bientôt sortir, actuellement le site qui est en ligne, c'est un site avec version mobile qui sera remplacé d'ici la fin de l'année par une appli qui permettra également aux citoyens de proposer des idées pour faire mieux aux entreprises. Donc l'idée, c'est pas de faire une photographie à un instant T de ce que serait l'économie éthique, c'est d'avoir affaire à des entrepreneurs qui sont dans une démarche où ils vous demandent à vous les citoyens de les aider à faire mieux sur des conseils liés à l'environnement, à l'humain, etc. Et aussi, on va pouvoir permettre à des métiers de développer des processus par le partage de données d'une entreprise à l'autre. Voilà, donc cette application, elle sera disponible d'ici la fin de l'année, mais on peut déjà aller voir un petit peu ce qui a été référencé dans le site V1 actuellement en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, on va accueillir Roger pour la startup Paysika. Alors, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Moi, c'est Roger, fondateur de la startup Paysika. Donc, alors, Paysika, c'est une plateforme qui facilite les paiements pour les marchands et les particuliers et les personnes, enfin, toutes les personnes non bancarisées en Afrique, en leur permettant notamment pour les particuliers de pouvoir générer une carte bancaire virtuelle leur permettant de payer sur des sites marchands internationaux et les marchands de pouvoir recevoir les paiements des utilisateurs. Par marchand, j'entends les taxis, les restaurants, etc. Par QR code, la technologie c'est du QR code. Donc on est parti du constat en fait que plus de 80% de la population dans ces zones-là sont non bancarisées et donc ils ne peuvent pas avoir accès aux paiements en ligne et aux paiements classiques. Donc en fait, cela, les opérateurs de télécommunications notamment ont mis en place des solutions qui restent encore limitées. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place Paysika effectivement pour faciliter cela. Donc aujourd'hui, la plateforme Paysika est lancée avec près de 700 utilisateurs et en bêta test. Donc voilà, j'espère que... merci beaucoup pour votre attention. Et on accueille la dernière startup, StreamShop, représentée par Elvis et Corécy. Ou juste un des deux. Les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter le projet StreamShop que je développe avec Corécy. Moi, c'est Elvis. Et StreamShop, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de retrouver et d'acheter des produits, donc vêtements, chaussures, accessoires, qu'ils voient dans les clips de musique. On est parti d'un constat qui est que les clips de musique sont vus par des milliards de personnes tous les jours sur Internet et à la télé. Et de plus en plus de personnes s'intéressent aux produits qu'ils y voient. Et aujourd'hui, il n'y a aucun moyen qui leur permet de trouver ces produits-là facilement et de pouvoir les acheter. Nous avons donc décidé de créer StreamShop qui va leur permettre de faire cela en un temps record. Je vais laisser Corécy vous expliquer la suite. Et on a aussi constaté que la vidéo, c'est le support du e-commerce de demain. Aujourd'hui, du coup, on a sorti une V1 du site où on recense certains artistes avec des articles disponibles sur leurs clips ou sur les posts qu'ils font sur les réseaux sociaux. Comment on fonctionne aujourd'hui? C'est par lien sponsorisé. C'est-à-dire qu'on fait le travail en amont pour l'utilisateur final. Il vient, il n'a plus qu'à cliquer et il est redirigé sur le site de la marque ou du vendeur partenaire. On est en train de développer une V2 du site parce qu'on a pour objectif final de vendre directement sur le site pour faciliter en fait tout le parcours client. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour tous ces pitchs. Et on va passer effectivement à la deuxième session. Hop. Et j'invite effectivement les fondateurs des startups Dashbox, Front e-commerce, Kianos et WeDid à nous rejoindre. Bon. On vous invite directement à venir sur scène, vous asseoir. Là, vous montez voilà, tous sur scène. On passe à un petit format différent pour vous présenter et échanger aussi ensemble. Donc, installez-vous. Malheureusement, on va devoir garder les masques pour cette session-là, parce qu'on commence à être trop nombreux sur scène. Donc, allez-y. Je crois qu'il faut que tu te décales. Sinon, je ne vois pas tous. C'est bon ? 1 sur 2. Parfait. Alors, tout simplement pour vous dire le format, en fait, vous nous invitez à venir pitcher et après on vous posera quelques petites questions pour en savoir un peu plus sur vos startups, toujours dans l'objectif de découvrir la diversité, effectivement, des startups de notre écosystème. Et donc, alors, je te coupe un instant pour vérifier les micros. Je crois qu'on en a assez par personne. Eh bien, en attendant, on va directement inviter Dashbox à venir nous parler de leur magnifique startup. Barbara, si tu veux venir pitcher. Vérifie. Alors, même punition, 2 minutes toujours. Ok, parfait. Bonsoir à tous. Moi, c'est Barbara de la société Dashbox. Donc, Dashbox, qu'est-ce que c'est? C'est de la livraison de déjeuner directement sur le lieu de travail pour le prix d'un titre restaurant et sans frais de livraison. Dashbox a été créé à Lille en 2015 par Adrien et Vincent et ça s'est développé petit à petit dans plusieurs villes de France. On va se retrouver à Lille, Grenoble, Nantes par exemple, Paris, Bordeaux. Et dernièrement, en septembre, on a eu l'ouverture à Aix-Marseille, à Strasbourg. Et les petits derniers, c'est nous à Toulouse. On a ouvert le 7 septembre, du coup, dans la Ville Rose. Du coup, Dashbox, en 2019, ça représente 5 millions de déjeuners pour plus de 4000 entreprises qui ont été livrées. Le principe, c'est super simple. Il suffit de commander avant 10h30 le matin sur son application ou le site internet directement Dashbox. Et on vous livre pour votre pause déjeuner. Vous avez une 15 à 20 plats à la carte. La carte, elle change toutes les semaines. Vous allez retrouver des plats nationaux Dashbox. Et notre petit plus, c'est que vous allez retrouver également un tiers de la carte. Ça va être des restaurateurs et des artisans locaux. Du coup, vous allez pouvoir retrouver des restaurants locaux de toulousains que vous pouvez connaître, qu'on vous propose à la livraison du midi. Vous avez les livreurs qui sont également en CDI chez nous. Et du coup, tous les midis, ça sera le même livreur qui va vous livrer, ce qui permet de développer une relation de proximité avec votre livreur de bonheur, comme on les appelle chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois, avant qu'il y ait une petite question. Alors, tu veux que je commence ? Allez, commence. Là, je fais la distribution des micros, je suis essoufflée. Voilà, on avait une petite question pour savoir quels étaient vos besoins pour vous développer aujourd'hui. Nous, c'est vraiment au niveau de se faire connaître. Comme on vient tout juste d'arriver sur Toulouse, là, le 7 septembre, on se développe petit à petit sur toutes les zones de la périphérie urbaine toulousaine. Donc là, on a ouvert sur Blagnac, Colomiers, Tourlefeuille, La Beige, Balma. Et petit à petit, on va se développer au niveau de Purpan, Portet, Ramonville. Enfin, c'est vraiment le but de toucher tout le monde et d'aller dans le centre-ville après, progressivement, et même encore plus loin autour de la périphérie toulousaine. Donc c'est vraiment avoir une vision et une visibilité. Super, merci beaucoup. Donc du coup, on va passer au pitch suivant. Je vais inviter Laurent à venir pitcher Front Commerce. Bonsoir à tous, je suis Laurent Lacaze, le président et cofondateur de Front Commerce. Front Commerce, c'est une plateforme e-commerce flexible qui permet de répondre à 2 enjeux majeurs aujourd'hui du e-commerce B2C. L'inefficacité des sites sur mobile, parce qu'aujourd'hui on a un maximum de trafic qui arrive sur ce canal, et malheureusement le taux de conversion est catastrophique. Et le deuxième enjeu, c'est le coût de revient des plateformes e-commerce, et notamment des refontes qui sont souvent faites pour des raisons techniques et assez peu avec des enjeux business. Et donc on répond à ces 2 problématiques avec d'une part, donc c'est un peu technique, ce qu'on appelle une PWA, c'est une Progressive Web App.
C'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes entre un site responsive et une appli native mobile. Donc quand vous êtes sur un desktop, ça fonctionne comme d'habitude, et quand vous êtes sur votre mobile, ça fonctionne quasiment comme une appli mobile, et donc c'est beaucoup plus efficace. On répond au deuxième enjeu de problème de coût de revient avec une architecture qui est flexible et qui utilise ce qu'on appelle des microservices et qui permet vraiment de prolonger la durée de vie des plateformes de 3 à 5 ans et du coup d'améliorer le coût de revient. On existe depuis le début d'année, on a une dizaine de clients, dont des marques comme Caporal, De Vialet ou Chaîne Thermale du Soleil. Et on est basé à Toulouse et on entame une levée de fonds pour accélérer le développement du produit, parce qu'on a des concurrents qui sont assez dynamiques sur le marché. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors Laurent, même tarif pour tout le monde. Une question pour vous. Quelle est l'ambition de Front de Commerce, j'ai envie de dire, dans la région, au national, partout? Alors, on sait que notre marché du e-commerce, il ne peut pas être que français, parce que le marché n'est pas suffisant. Donc il va falloir qu'on aille assez rapidement à l'international. Comme je disais, on a des concurrents qui sont dynamiques et qui ont quelques moyens, comme Adobe, Salesforce. Donc si on veut se positionner, il va falloir qu'on accélère sur le développement du produit. D'où l'intérêt de faire une levée de fonds qui va nous permettre justement d'accélérer le développement du produit, de lancer le marketing et de préparer l'international, sachant que pour le moment, on a suffisamment de trésorerie pour assumer 18 mois à peu près de vie. Et donc c'est vraiment pour faire de la croissance. Merci beaucoup, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Alors je vais inviter effectivement Vinly pour nous présenter Kianos. Quelle ambiance. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Merci. Bon, nos ambitions chez Kianos, c'est pas petit. On veut aider l'humanité grâce aux microalgues par l'intérieur, c'est-à-dire soit par les compléments alimentaires ou l'alimentation durable, mais également par l'extérieur en épurant l'air. Donc on s'est dit un enjeu, c'est pas assez, c'est les 3 enjeux, c'est la santé, l'alimentation et également l'environnement. Ce qu'on va faire, c'est vous pouvez venir sur notre site internet Kianos Nutrition et commander nos compléments alimentaires à base de microalgues. Ça donne la pêche, c'est génial. J'en ai pris plein avant de venir, je tiens pas. Je tiens pas. Ensuite, il y a l'alimentation durable. C'est vraiment une algue qui permet de prendre directement l'azote de l'air. Donc plus d'engrais azotés, ça permet de transformer l'air en nourriture. Et le dernier truc, c'est l'espèce de gros décapsuleur que vous voyez sur les remplaces Jaurès. C'est un mobilier urbain qui permet de filtrer l'air, de rendre un air plus pur pour les Toulousains, sans particules fines, sans oxyde d'azote, et également d'avoir la capacité de séquestration d'une centaine d'arbres. La première question qu'on nous pose, c'est pourquoi il n'y en a pas plus? Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir réveillés. Je pense qu'on est sur une longue journée. On devrait tous prendre des algues. Globalement, la question que j'avais pour vous, c'était l'avenir de votre entreprise à 5 ans. Vous le voyez où? Alors c'est vrai que comme on est une start-up, on bouge pas mal. Mais normalement, on aimerait bien avoir une unité de production qui permette de produire de la protéine du futur, donc des vrais substituts d'algues, enfin de substituts de viande qui puissent nourrir une bonne partie de la population. Et également avoir réussi à épurer plusieurs milliers de mètres cubes d'air pour pouvoir avoir un air plus pur pour tout le monde. Eh bien, c'est très beau. Merci beaucoup. Et on accueille Anne-Sophie Jiménez de WeDid. Bonjour. Alors, chez WeDid, en fait, on est sur un marché qui est un marché B2B, on s'adresse aux entreprises, et on est sur un marché qui est celui de la réalité virtuelle. Donc, aujourd'hui, c'est 1 milliard de dollars en Europe de l'Ouest. En 2023, ce sera environ 12 à 15 milliards. Il y a un problème sur ce marché, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes pour collecter les données qui sont issues des simulateurs de réalité virtuelle. Et donc, en fait, on génère des données et on ne sait pas les traduire. On est en train de développer une API et un SDK qui va permettre de faire ça. Donc ça, c'est pour les termes techniques, mais c'est important parce que ça veut dire qu'on va avoir un brevet. Et ça veut dire qu'on va avoir une barrière à l'entrée pour nos concurrents.
Et ça veut dire qu'autour de ça, on va développer plusieurs marketplaces sectoriels. La première, et là ça va être plus clair, on développe une plateforme d'entraînement en réalité virtuelle pour que chacun d'entre nous puissions nous entraîner en réalité virtuelle en pratiquant, par exemple, dans un simulateur de prise de parole en public. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, le bâtiment, le BTP. Certains d'entre vous ont entendu parler des fichiers BIM. À chaque nouveau bâtiment, en fait, aujourd'hui, on est obligé réglementairement de faire un jumeau numérique du bâtiment, un fichier 3D. Ce fichier 3D, on le convertit en expérience de réalité virtuelle et en fait, on regarde les gens se déplacer dans ce bâtiment et tout au long du cycle de vie du bâtiment, on va pouvoir exploiter les données de réalité virtuelle pour améliorer différents processus. Ça peut être la vente, ça peut être l'adaptation d'un bâtiment au Covid. Voilà, il y a plein d'exemples. Voilà, nous, on veut vraiment se situer en tant qu'arbitre du marché de la réalité virtuelle B2B. C'est ça notre ambition. Merci beaucoup. Alors, je remarque quand même que depuis le début, tout le monde a respecté le timing. Bravo à tout le monde. Voilà, tout le monde était autour de 2 minutes. Une petite question avant qu'on passe sur des questions un peu plus générales pour tout le monde. Effectivement, Anne-Sophie, quel est votre souhait pour les prochains mois, on va dire d'ici la fin de l'année 2020? Alors, mon premier souhait, c'est d'avoir plus de clients, c'est évident. Comme tout le monde, hein, voilà. C'est la visite au Père Noël. Et puis le deuxième souhait, c'est qu'on est en train de préparer une levée de fonds pour mi-2021. Parce que, je crois que c'est vous qui disiez que vous aviez une trésorerie suffisamment saine. C'est aussi notre cas. Mais là, on veut vraiment passer à un autre niveau parce que c'est maintenant que ça se joue, quoi. Donc, et pour ça, on va avoir besoin de financement supplémentaire. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais vous remercier parce qu'on a une table ronde de pitch où pour une fois, on a la parité aussi bien côté speaker que côté animateur. Et donc, je vais poser une question qui ne s'adresse pas qu'aux filles, mais aux garçons aussi. Parce que je pense que côté entrepreneuriat féminin, on a aussi besoin de la parole des hommes. Et vous, de votre côté d'entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui veulent entreprendre, de votre place de femme et de votre place d'entrepreneur homme aussi? Un petit mot pour chacune d'entre elles qui pourrait vouloir entreprendre. Barbara, je vous laisse commencer. Pour moi, en tout cas chez Dashbox à Toulouse, on est principalement des femmes, donc à niveau parité, il nous faudrait un peu plus d'hommes pour le coup. Mais je pense que voilà, c'est important pour moi que tout le monde avance d'un pied d'égalité, de toute façon, homme ou femme, dans chaque entreprise. Merci. À part proposer une fusion, parce que nous, on n'est que des hommes, c'est vrai que pour nous, dans notre domaine, c'est compliqué d'arriver à trouver des femmes, mais évidemment que nous, on est ouvert à tout. Et je lance un appel, on recrute en ce moment des développeurs seniors. Donc s'il y en a qui veulent s'impliquer, ça sera évidemment avec plaisir. Appel à candidature. C'est vrai que moi, je suis un homme, mais... oui. Il y a aussi le côté diversité dans lequel moi je me retrouve et je pense qu'il y a des combats qui peuvent se retrouver également. Moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, on a vécu dans un monde où c'était pas forcément toujours égal. Il y a un système, quand on est dedans et qu'on représente l'image qui correspond, c'est plus facile. Le problème, c'est quand on commence à les internaliser, qu'on se dit non, je vais pas y aller parce que j'ai déjà ça. Même si on fait tout le travail pour que ça s'équilibre, si on a ces limitations en soi, ça n'ira pas. Donc il faut se libérer, il faut tester, et puis il faut avancer et laisser les autres nous retenir. Moi, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est qu'on a tous des stéréotypes mentaux, en fait, que ce soit du genre ou sur la diversité. Et c'est prouvé, on a tendance à recruter, par exemple, toujours les mêmes personnes qui nous ressemblent, comme par hasard. Et pourtant, on sait, quand on rationalise, qu'en fait, une équipe diverse est meilleure qu'une équipe que uniquement d'hommes, que uniquement de jeunes ou que uniquement de seniors. Moi, je dirais, ce qui est vraiment, vraiment bloquant aujourd'hui, je trouve, c'est l'accès au financement. Ça, c'est clair. Donc, il va falloir que les portes s'ouvrent. Et moi, je dirais aux filles de défoncer les portes. Voilà, il n'y a qu'un moyen pour faire comme ça. Je sais que c'est pas facile. Mais pendant 10 ans encore, on va se traîner ça, au moins. Parce que ça vient de loin. Il y a 2000 ans d'histoire sur ce sujet de la parole des femmes dans la société.
Et puis le deuxième point, je dirais que ça rejoint la discussion de la table ronde précédente. Il y a une histoire quand même en France autour de l'échec et de la réussite. Ça aussi, il faut qu'on progresse tous ensemble sur le fait que être entrepreneur, c'est pas le méchant patron contre les salariés. Et ça aussi, il y a du boulot. Voilà. Merci beaucoup. Une petite question sur votre business en ce moment. On sait que le contexte est particulier. Je crois qu'on a évoqué rapidement le sujet à l'extérieur sur le fait effectivement que dans le contexte de la Covid, il y a peut-être moins de déjeuners dans les entreprises en ce moment. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur pour chacun d'entre vous, de savoir si vous êtes optimiste, si tout va bien pour vous, tout simplement? Si vous avez des besoins. Nous, de notre côté, donc, on est encore sur une phase de lancement, car on vient tout juste d'ouvrir, du coup ça fait 3 semaines. On a fait un très bon lancement, on est très contente de notre côté. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup, dans la plupart des sociétés, qu'il y a quand même beaucoup de télétravail et que ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant. Mais on reste quand même optimiste. Il y a quand même des gens qui ont des besoins pour se restaurer le midi, parce que c'est pas forcément facile aussi de sortir et d'aller au restaurant avec le contexte aussi. Donc nous, on est présents, on est là et on lâche rien. De mon côté, on est sur du e-commerce. Donc on n'est pas forcément les plus à plaindre, même s'il y a énormément d'irrégularités en fait. Il y a des marchés sur lesquels c'est tiré vers le haut, puis il y en a d'autres sur lesquels au contraire ça s'est effondré. Donc avec le confinement, nous on a eu quasiment toutes nos avant-ventes qui ont été gelées. Par contre, c'est bien reparti après. On n'a pas forcément de visibilité au-delà du mois prochain, mais voilà, ça reste quand même de notre côté assez dynamique. C'est vrai qu'on a dû montrer un peu de résilience. On est plus comme des cafards que comme des licornes, comme ils disent. Et de ce côté-là, nous, on a vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup d'aides au niveau des PGE, au niveau des loyers de pépinière, on a pu avoir des annulations, il y a du chômage partiel, ce qui nous permet de tenir pendant cette période. En plus, au niveau des algues, nous, on a fait des ruptures de stock tellement il y a de la demande. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on voit l'avenir. Et là, en tant qu'entrepreneur, on est obligé de parier sur l'activité. Donc de ce côté-là, on ne peut que être optimiste parce que sinon on ne fait rien. Nous, de notre côté, ce qui est très compliqué, c'est la prospection, parce que simplement, il y a des entreprises qui ne reçoivent pas de visiteurs, parce que les gens ne viennent plus au bureau. Je pense à Microsoft, par exemple, ou Suez, où ils sont encore en télétravail au moins jusqu'en janvier. J'allais dire, nous, notre avantage en tant qu'entrepreneur, c'est que on a une agilité, une adaptabilité, une résilience que moi, mes clients entreprises ont peut-être moins. Et il y a un vrai effort aujourd'hui pour aller vers eux. Et moi, ce que j'ai fait au début du confinement, c'est que je les ai aidés gratuitement parfois, je sais, c'est pas bien, mais sur comment on apprivoisait cette vague du digital, parce qu'ils avaient la trouille, quoi. Et maintenant, ça commence à s'ouvrir. Et je pense que c'est ça, on doit tous s'entraider avec nos forces et nos qualités en ce moment. Et puis j'espère que dans 6 mois, ça ira mieux, quoi. Voilà. On vous remercie, on va vous libérer. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous représentez des secteurs différents, des niveaux de maturité et d'implication différentes. Et je pense que c'est ça aussi la diversité des startups et des entrepreneurs innovants de Toulouse et de la région. Encore merci à vous. Et pour ceux qui restent, on se retrouve sur l'émission de radio juste après. Merci. Merci. Les connaît ou pas encore, mais Full Save, Lyra Networks et Syntony sont des grosses startups. D'ailleurs, ce sera peut-être une des questions. Est-ce que vous considérez toujours comme une startup? Vous pouvez commencer à réfléchir. On va juste vous désinfecter les micros et agrandir l'espace pour qu'on puisse enlever les masques.
Ils sont tous désinfectés, vous pouvez y aller. Alors merci beaucoup de votre présence en cette fin de journée. Effectivement, donc on a aujourd'hui Guillaume Fouquet qui est le manager marketing de FullSave, on a Anton Bielakov qui est le CEO de Lyra Networks et Christian Beck, le cofondateur de Synthony. Alors on verra dans le sens qui est qui, mais tout d'abord on voulait faire un petit tour de table et vous permettre de présenter vos sociétés parce que certaines personnes peut-être dans l'audience ou en visioconférence ne vous connaissent pas encore, malgré le fait qu'aujourd'hui vous êtes des startups qui comptent sur la région. Donc je sais pas qui veut commencer à pitcher. Je sais pas si mon micro marche. Oui, bonjour, Anton Bielakov, directeur général de Lyra. Oui, j'avais prévenu qu'on n'était plus tout à fait une start-up quand même. Même si on essaye de garder l'esprit start-up, il faut toujours le garder. Lyra est né en 2001, ça fait quelques années maintenant, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. On est spécialisé dans le paiement, on est un éditeur, donc on fait du développement logiciel en mode SaaS. On a deux grandes activités, une qui permet de sécuriser les flux des terminaux de paiement. Donc quand vous payez avec une carte sur le petit boîtier terminal de paiement, on sécurise les flux entre les banques et les marchands. Ça, c'est une activité qui représente 6 paiements sur 10 en France à peu près, sur les terminaux de paiement autonomes. Donc on n'est pas forcément très connu, mais on utilise beaucoup. Et puis le deuxième, c'est les moyens de paiement en fait sur Internet. Donc on permet à des marchands de pouvoir payer, ce que vous puissiez acheter en fait sur Internet. Voilà, on a aujourd'hui 100 000 marchands. Et en France, plus de 50 000, on a à peu près 30% de part de marché. Voilà, 3 marchands sur 10 utilisent nos solutions de paiement en France. On est à Toulouse, on est 350 collaborateurs, un peu plus de 200 à Toulouse, et présent dans une dizaine de filiales. Alors on a fait l'année dernière 70 millions de chiffre d'affaires, et puis 2020 on verra. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce pitch. Ça marche. Bonjour, Christian Beck. Donc moi je suis cofondateur de la société Synthony. Alors en fait, c'est nous une start-up, oui, on n'est que 50, je vais dire aujourd'hui, et on n'a que 5 ans, puisque la société on l'a créée en 2015. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc qui est unique au monde. On fait fonctionner les GPS là où normalement on ne les reçoit pas. C'est-à-dire que si vous prenez le métro par exemple, votre téléphone, le GPS de votre téléphone, il vous donne la position de la bouche de métro dans laquelle vous êtes rentré. Ça s'arrête là. Et la problématique du non-fonctionnement du GPS dans le Deep Indoor, c'est pas que pour pouvoir vous positionner, c'est aussi les trains eux-mêmes quand ils passent dans des tunnels, effectivement ça fonctionne plus. La voiture dans un tunnel routier, effectivement quand vous êtes dans un tunnel routier, et pour peu qu'il soit un peu long, vous perdez le lien et vous êtes plus capable d'utiliser Waze et votre GPS de votre voiture ne fonctionne plus. Donc nous on fait quelque chose d'unique du monde, encore une fois, c'est une technologie qui est brevetée, qui est assez complexe, et donc en fait on émule un pur signal GPS à l'intérieur des métros et des tunnels, en fait tous les types de tunnels, y compris des parkings, et donc tout simplement pour faire fonctionner le GPS là où normalement il ne fonctionne pas. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, donc Guillaume Fouquet, en charge du marketing et de la communication pour FullSave. Donc nous on est aussi une vieille start-up puisqu'on a fêté nos 15 ans l'année dernière. On a dépassé la barre des 50 salariés pendant le confinement puisqu'on a eu la chance de pouvoir continuer à embaucher des personnes qu'on n'a pas toujours rencontrées puisqu'on reste majoritairement en télétravail en ce qui nous concerne. Et on est présent sur 3 métiers. Donc le premier c'est le secteur du télécom puisqu'on opère et on déploie notre propre réseau de fibre optique sur Toulouse et en périphérie à destination des entreprises. Donc on raccorde les entreprises en très haut débit justement pour pouvoir subvenir à l'ensemble de leurs besoins. On est présent également sur le métier du data center puisqu'on a construit le plus gros data center toulousain qui se trouve au Minime, donc qui s'appelle TLS 00. Et là on a une capacité d'hébergement de plusieurs milliers de machines pour le compte de nos clients. Donc ce sont ces fameux centres de données où on déverse, où on stocke, où on protège de la donnée. Et enfin le troisième métier du coup, une fois qu'on a un data center, c'est la capacité d'infogérer des environnements pour nos clients. Donc au sein de ce data center, on fait en sorte que leurs environnements technologiques, leurs infrastructures, leur site web, leur base de données soient opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Donc on est vraiment, on va dire, sur la plomberie qui fait qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises, en tout cas en région, puissent bénéficier de ce fameux réseau Internet qu'on a cruellement chéri justement ces derniers mois depuis chez soi. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça devait faire longtemps que vous n'aviez pas pitché. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir fait la même chose que les startups du French Tech Tremplin qui sont venus précédemment. Et donc effectivement, on avait quelques petites questions, mais qui seront pour chacun d'entre vous après pour pouvoir en discuter. La première question était sur votre croissance. Donc effectivement, vous avez 20 ans, 5 ans, 15 ans. Quel regard vous avez sur votre croissance? Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez la même chose ou peut-être plus de croissance? Comment vous pouvez nous parler un petit peu de cette gestion de la croissance, du fait d'avoir réussi à en arriver là aujourd'hui? On peut toujours souhaiter faire plus de croissance. Cela dit, on est content déjà d'être en arrivé là, parce que 70 millions de chiffres, dont la moitié à l'export, est pour nous intéressant. Nous, la croissance, on la voit par le fait de vendre aussi en dehors de France. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut d'abord être fort sur son pays avant d'aller à l'étranger. Ça, c'est quand même un principe important. Il faut avoir les moyens de pouvoir se développer. Et voilà, si c'était ce qu'on vit aujourd'hui chez Lyra, on a des problématiques qu'on appelle d'une entreprise à taille intermédiaire, d'une ETI. Ce qui est important, je crois que c'est garder en fait ce dynamisme, cet esprit start-up, cette capacité à décider rapidement. Et ça, c'est pas toujours facile au fur et à mesure qu'on grossit. Donc comment finalement s'entourer de personnes qui ont cet esprit start-up, mais aussi de personnes qui viennent de plus grosses entreprises et qui vont vous amener le process au juste nécessaire. Voilà, parce qu'on est en plus sur les activités réglementées avec la Banque de France, donc on a besoin aussi de respecter un certain nombre de règles. Donc la chose que je retiens, c'est que au fur et à mesure qu'on grossit, on voit qu'on a des seuils quand même qu'on franchit. Il y a le seuil des 50 millions, et là je vois depuis 3 ans, on fait 10 millions de plus tous les ans, quoi. Donc après on me dit qu'il y a le seuil des 100 millions, qui sont autant d'aventures différentes pour l'entreprise. Mais on est fiers de notre histoire, on a un process d'intégration qui raconte notre histoire, pas pour regarder dans le rétroviseur, mais parce que on pense qu'il faut être fier de ce qu'on a fait et de l'histoire qu'on va continuer à écrire avec ceux qui veulent bien rester et puis tous les nouveaux qui arrivent. Super. Même question. Alors pour Satondi, c'est assez particulier parce que quand on a décidé de créer cette structure, l'ambition c'était le business plan, c'est ce que disait le business plan, c'était de faire une boîte d'à peu près 50 personnes et à peu près le chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui, mais à horizon 10-15 ans. Voilà. Et puis chemin faisant, on a découvert d'autres applications auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Et le plus amusant, c'est que c'est pas nous qui les avons inventées, c'est nos clients qui nous les ont suggérés. Voilà. Et donc évidemment, on se retrouve aujourd'hui avec un potentiel marché beaucoup plus important, évidemment à l'international. Et donc, voilà, le challenge, c'est est-ce qu'on continue à progresser calmement à raison de 10-15% par an et on mettra très très longtemps à devenir très gros, ou est-ce qu'on se donne les moyens, en cramant du cash évidemment, d'aller beaucoup plus vite et donc de passer beaucoup de temps à l'étranger pour chercher les marchés, et c'est le choix qu'on a fait. Donc nous aujourd'hui on crame beaucoup pour voilà, accélérer le business, quoi. Merci. Alors nous on crame beaucoup en région surtout pour le coup, puisqu'on reste un acteur local et de proximité. On n'a pas vocation à devenir un acteur d'envergure nationale extrêmement gros, loin de là. Par contre c'est un peu plus difficile pour moi de répondre puisque je suis pas, j'ai pas fondé l'entreprise. Par contre Laurent Baca et Brunel eux l'ont fait et je pense qu'ils referaient exactement la même chose. C'est-à-dire aussi que peut-être à l'époque certains leur disaient ça marchera jamais. On en parlera peut-être
peut-être encore tout à l'heure, et c'est justement parce que certains leur ont dit que ça marcherait peut-être pas, justement qu'ils ont eu l'audace de vouloir le tenter. Full Save à la base, c'est un peu indiqué dans le nom, c'était de la sauvegarde en ligne avec un serveur qui était au fin fond d'un garage. Et puis petit à petit, chemin faisant, il y a eu des opportunités et c'est les premiers clients qui ont amené aussi de nouvelles idées. Et aujourd'hui, l'entreprise se développe beaucoup aussi à travers finalement le miroir des clients et des besoins qui remontent. Alors on peut avoir un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais en tout cas, c'est vraiment les clients qui finalement aujourd'hui sont en capacité de nous pousser et de nous orienter vers de nouveaux produits. Et si on n'a pas cette écoute-là, aujourd'hui, on ne pourra pas nécessairement, je pense, aller plus loin. Donc nous, en tout cas, notre ambition aujourd'hui, elle reste de continuer à se développer localement et de grandir finalement par capillarité. Donc on commence à s'étendre un petit peu en région. On a été le premier opérateur pour entreprise à proposer la fibre optique pour les entreprises dans le Gers. Donc ça a été aussi une révolution assez forte pour eux, puisque le Gers était en retard, on va dire, il y a quelques années en termes de déploiement du numérique. Aujourd'hui, il est en tête des départements justement qui ont investi massivement et qui permettent aujourd'hui de proposer à chacun des citoyens un réseau de très très grande qualité. Donc nous aujourd'hui, on reste dans cette démarche-là, cette dynamique qui est de dire on se développe localement, on continue de grandir, par contre on ne sacrifiera pas la qualité de service qui aujourd'hui a fait la renommée, on va dire, historique de Full Safe. Merci beaucoup. Si je résume un petit peu, écouter beaucoup ses clients et franchir les étapes les unes après les autres, ça sera un peu ça le résumé de votre expérience. Pareil, je vous écoutais sur l'orientation client. Ce que je trouve intéressant et la raison pour laquelle on vous a un peu réunis aujourd'hui, c'est vous avez des entreprises qui ont déjà une assez grande taille finalement, qui a déjà une expérience, une certaine expertise chacun dans votre domaine, où vous avez chacun dû confronter, à mon avis, des situations réglementaires par rapport à la spécificité de votre dynamisme et une grande écoute de vos retours clients et de votre étude marché. Et par rapport à votre connaissance justement de vos secteurs, quelle est votre vision aujourd'hui du dynamisme au niveau de la région nationale et pour ceux qui ont l'expérience internationale que vous arrivez à entrevoir au regard de votre entreprise et de votre connaissance justement de autres acteurs sur votre territoire? Alors, moi, je vais vous parler du marché du paiement que je connais, parce que je crois que ce qui est important pour grandir, c'est de ne pas se disperser. Les tentations peuvent être importantes. On s'est dit il y a quelques temps, tiens, pourquoi on ne ferait pas notre marketplace? Puis bon, Miracle l'a fait, ils viennent d'être valorisés à 1,5 milliard avec une levée de fonds de 300 millions. J'en parle volontairement parce que je vais y revenir sur le secteur du paiement qui est encore une fois assez particulier. Le paiement en France, c'est en 2019 12% de croissance. Et puis ça fait plusieurs années en fait que c'est des croissances à 2 chiffres et la France est la 5e puissance en termes d'e-commerce. Avec devant elle la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre. Donc un pays qui est déjà assez important et qui pour autant fait 12% de croissance. Et c'est pas fini parce que les paiements en e-commerce ne représentent que 10% du volume des paiements, je parle de la France. Donc tout ça pour expliquer que ces croissances qu'on a sur l'Europe qui sont de l'ordre de 15% et les pays sur lesquels on est en Amérique latine, c'est pas 12% par an, c'est 100% par an, 200% par an. Ça dépend après de la digitalisation des pays dans ce domaine-là. Fait qu'on a encore de très grandes perspectives de croissance devant nous. Voilà, on a cette chance, et c'est vrai que dans le Covid, alors on n'est pas Amazon non plus, il y a des secteurs, comme disait Laurent, quand on vend dans le tourisme ou dans le voyage, etc., c'est quand même un peu compliqué. Mais heureusement, il faut être multisectorisé pour y arriver. Voilà. Donc ma vision, elle est plutôt bonne par rapport au secteur du paiement. Maintenant, ça attire beaucoup de convoitises, il y a beaucoup de concurrence. En France, on a une trentaine d'acteurs qui se revendiquent faire ce qu'on fait. Alors moins bien que nous, s'ils nous auraient plus de parts de marché. Mais dans d'autres pays, on est moins bon qu'eux. Donc du coup, compliqué de grandir en faisant des acquisitions. Voilà, parce que le moindre petit machin qui a développé son API en e-commerce, il se vend tout de suite 2-3 millions. Bon, quand on regarde ça, on se dit, bon, allez, on va se faire 3 mois de développement et puis on va pas payer 3 millions un truc, on va mettre 3 mois pour le faire. Du coup, ça incite pas à accélérer. Voilà. Les valos sont un peu folles et on a des concurrents dans le domaine du paiement qui peuvent faire n'importe quoi.
parce que il y a des entreprises qui ne travaillent pas sur la pérennité. C'est-à-dire que leur objectif, c'est quoi? C'est d'aller conquérir du client, quitte à perdre de l'argent, pour se revendre derrière. Pour se revendre à des valos qui sont quand même un peu folles. Hein. La valo de la Société Générale dont on parle en ce moment, c'est à peu près 9 milliards. La valo d'un Adyen ou d'un Stripe, qui sont nos gros concurrents internationaux, les acteurs mondiaux, on parle de 20, 30, 40 milliards. C'est des sociétés qui font 2000 personnes. La Société Générale, c'est 150 000. Donc vous avez des sociétés dans le paiement qui sont 10 fois moins nombreux et qui pèsent 3-4 fois plus. Voilà. Donc le monde est un peu fou, il se rationalisera. Sur l'Occitanie, j'en finirai là-dessus. Sur le paiement, sur les fintech, c'est pas très très fort. Les fintech, c'est beaucoup Paris et c'est quelques régions. Voilà, Nantes, Lyon sont beaucoup plus actifs qu'à Toulouse. Il faut dire qu'à Toulouse existait après Airbus et derrière Airbus et Sigfox, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est en train de changer, on voit. Hein, et aujourd'hui, on est en train de se dire, tiens, pourvu que des entreprises comme l'IRA puissent embaucher tous ceux qu'on n'arrive plus à mettre chez Airbus. Hein. Donc on verra, ça va peut-être évoluer tout ça, mais les fintech, c'est pas très très développé. Alors on a monté une initiative, hein, Occitanie FinTech, pour essayer de faire venir, de compter les fintech qui existent en Occitanie. Bah, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a un boulevard, parce que vraiment... les entrepreneurs qui veulent aller dans cette aventure, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je les incite à nous rejoindre et on les aidera. C'est un peu l'objectif d'Occitanie FinTech. Ce sera un message qu'on vous posera après vers les projets, mais en tout cas merci d'avoir ouvert le chemin et on va passer au chemin de Saint-Denis sur ton secteur, Christian. Oui. Alors c'est un peu particulier parce que notre technologie, elle est vraiment issue du spatial. Hein, on fait de la simulation de satellites, c'est des signaux très complexes. Chez nous, les ingénieurs ne sont pas capables de faire, c'est que les docteurs, hein, parce que les ingénieurs ils codent, mais ceux qui inventent le concept, c'est forcément des docteurs. Et objectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits dans le monde où il y a cette densité de grands experts sur ce type de technologie. Donc Toulouse, ça représente 75% du spatial français, 50% du spatial européen, et ça pèse. Il y a deux gros acteurs qui représentent eux seuls la moitié, par exemple, de tous les satellites télécoms qui sont fabriqués dans le monde. Donc ça pèse vraiment, et objectivement, la genèse de Saint-Denis n'aurait certainement pas pu se passer sans la présence de ce tissu très très fort. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, concernant Saint-Denis en particulier, c'est grâce à tout ça qu'on est présent, mais on n'a pas de concurrent. Donc ça, c'est assez magique, quoi. Donc on a une technologie que l'on a inventée, que l'on a brevetée. Quand on explique ce qu'on fait à des spécialistes, ils nous disent « Ah mais c'est possible !» Des spécialistes. Donc vous allez voir des opérateurs de métro dans le monde entier, vous leur dites voilà ce qu'on vous propose, et ils nous disent à chaque fois mais c'est possible. Voilà. Donc on a l'avantage d'avoir une technologie très particulière qui est unique au monde. Alors aujourd'hui on n'est pas fou, on sait bien que ça va pas rester comme ça. Donc la seule question c'est quand on aura un concurrent et pas si. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bosse comme des malades pour mettre le plus de distance possible avec des concurrents potentiels pour le futur. Voilà. Qu'au pire, vous pourrez développer leur technologie en quelques coups de développeurs comme l'IRA. C'est ce qu'on vous souhaite quand ils arriveront d'être à ce stade de maturité. Alors Saint-Denis, pour mémoire, c'est 15 ans de recherche. C'est 15 ans de recherche et en fait, Saint-Denis a 5 ans d'existence. Mais on a acheté une API qui préexistait, hein, qui avait été développée dans une boîte à côté et qui objectivement a été financée par le CNES, voilà, à l'époque. Je note une dynamique très forte dans vos domaines, justement, par une expertise métier et la présence de beaucoup de technologies chez vous. Et du coup, je vais passer la parole du côté de FullSave, justement sur votre vision de votre secteur. Alors nous, ça dépend. En fait, il y a une distinction à faire entre les métiers du télécom et le métier plutôt des infrastructures. Ça reste quand même des secteurs différents. Le marché du télécom reste très concurrentiel. Il y a un plan en plus très haut débit qui vise à couvrir 100% du territoire, donc là, incluant les particuliers. Donc nous, on est plutôt sur le secteur des entreprises. Le marché devient plus concurrentiel. Donc nous, sur quoi on peut se battre par rapport à ça? C'est sur la qualité de service. Sur les engagements que l'on peut
peut prendre aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. Ça, c'est un élément qui est clé, puisque aujourd'hui, de toute façon, il va y avoir un petit peu de tout. Il y a beaucoup de contrats de services qui existent sur le marché, avec des tarifs qui sont tirés par le bas. Donc nous, c'est par l'engagement de service qu'on va pouvoir aujourd'hui défendre des valeurs et pour le coup soutenir nos clients. En ce qui concerne le métier de l'infrastructure, c'est un petit peu différent. Par le passé, finalement, on a décentralisé ce qui se faisait à Paris. Si on se remet à 15 à 20 ans en arrière, les gros data centers étaient sur Paris, tout se décidait à Paris, il y avait un petit peu de débit à Paris, il y avait quelques lignes qui étaient tirées avec les régions, mais finalement, on avait des réseaux centralisés où dès qu'on voulait faire quelque chose avec l'Internet, faire une connexion de Toulouse à Toulouse, ça repassait systématiquement par Paris. C'est comme ça aussi que le projet est né à l'époque de pouvoir créer un data center en région. Alors on n'est pas les seuls, il y a d'autres data centers qui se créent bien sûr, mais aujourd'hui finalement ce qu'on a fait à l'époque en créant en région finalement le pendant de ce qui a été fait à Paris, maintenant on va pouvoir continuer de le faire à plus bas niveau encore. C'est-à-dire que maintenant on se pose la question de recréer d'autres data centers finalement régionaux, parce que on le voit, on est dans une terre, sur un terroir on va dire très orienté à IoT, avec beaucoup de données qui sont produites localement et donc que l'on a besoin aussi de pouvoir traiter localement. Et c'est en traitant les données localement, en les travaillant localement, en assurant aussi une certaine souveraineté par rapport à tout ça, qu'on va aussi encourager finalement le développement de nouveaux usages, la création de startups qui vont pouvoir aussi innover. Aujourd'hui, si on n'a pas de connexion, si on n'a pas de data center de proximité, on parle aussi de edge computing, pour justement pouvoir traiter localement les données, avoir de la puissance de calcul locale, etc. Finalement, on se rend compte aussi qu'on se coupe d'un certain nombre de choses. Et l'idée aussi, c'est à travers ça de pouvoir continuer d'augmenter le débit au niveau des entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas peur de parler de débit de 10 gigabits pour les entreprises, ce qui était lunaire il y a quelques années encore pour beaucoup d'entre elles, alors qu'on payait déjà des fortunes, des petites connexions de quelques mégas. Donc là, aujourd'hui, maintenant, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus aucune barrière à la technologie, on va dire, justement pour pouvoir ne plus avoir de frein sur les usages qu'on souhaite travailler. Aujourd'hui, si on prend l'exemple avec le Gers, on a une latence de quelques millisecondes en termes de connectivité avec le Gers. Donc c'est ça qui va permettre aussi de continuer à développer de nouveaux usages dans ces territoires. Et il n'y a plus de frein aujourd'hui à pouvoir faire des sauvegardes de plusieurs gigaoctets par jour sans aucun souci. Et c'est sur ça que nous, on va chercher à se battre. Donc c'est encore, pour le coup, sur le territoire de la technologie, mais faire en sorte qu'elle ne soit plus un frein. Merci beaucoup. Le thème de la journée d'hier, c'était sur l'inclusion numérique. Cédrico, le secrétaire d'État, est venu en sa présence ici. S'il n'y a pas de digital, aucun de vos business ne fonctionne. Est-ce que vous faites des initiatives dans ce sens pour favoriser l'inclusion numérique? Et comment vous gérez la diversité, l'égalité homme-femme dans vos entreprises? Est-ce que c'est une vraie problématique aujourd'hui? Est-ce que c'est traité dans vos sociétés respectives? Alors, nous, on fait que du digital sur l'e-commerce, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour acculturer la digitalisation. Désolé, parce qu'on s'adresse qu'à des entreprises digitales. Après, votre question, elle est sur l'égalité homme-femme, c'est ça, dans les entreprises? Tout à fait, sur l'inclusion, la diversité, l'égalité, tous ces sujets-là qui sont plutôt RH, comment vous les gérez? Ouais, alors, on est dans des métiers du développement où on a du mal à trouver des filles quand même si ça doit représenter 30% des effectifs. Et nous, les développeurs, c'est 80% de nos effectifs. Donc pas toujours simple, on est toujours ravis d'en accueillir, mais je crois que le problème, il est d'arriver en amont, en fait, dans les lycées, d'acculturer sur les métiers du développement, parce que le développement, c'est beau. On peut faire être chef de projet ou développer un projet, c'est, je pense, passionnant. Maintenant, donc on a un rôle à jouer aussi, aller dans les écoles, dans les lycées pour faire venir les filles. Alors pour nous, c'est très simple pour ceux qui connaissent bien Synthonie, c'est qu'en fait les deux actionnaires majoritaires de Synthonie, c'est monsieur et madame Korsakis-Sok, voilà, à parts égales. Voilà. Et je peux vous dire que madame, c'est la RH, et ça, je peux vous dire qu'elle y fait très attention et très sensible à ces sujets-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement au cœur de l'entreprise et qui fait partie vraiment de son ADN. Voilà.
Eh bien, nous, c'est un peu le même constat, en tout cas, que l'IRA, à savoir que nous, on rêverait de féminiser un peu plus notre entreprise. On a beaucoup de difficultés, justement, parce que on n'a pas énormément de profils féminins qui se présentent. Donc, effectivement, je crois aussi que c'est en amont qu'il faut pouvoir, effectivement, motiver pour aller travailler sur tous ces sujets-là. Petit à petit, l'entreprise se féminise, mais ça reste aujourd'hui, en tout cas, chez les développeurs, on commence à avoir des développeuses, on peut le dire. On espère atteindre bientôt la parité dans cette équipe-là. Par contre, sur les métiers effectivement de l'infrastructure, les métiers d'administration réseau, système, ça reste plus compliqué. Donc, est-ce que c'est le sujet qui n'attire pas? Est-ce que c'est le sujet qu'on ne sait pas toujours correctement présenter? Peut-être que la vérité, elle est entre les deux. En tout cas, nous, il n'y a aucun souci pour travailler sur ces sujets-là. Avec grand plaisir même. Et on sera heureux de vous retrouver sur ces sujets. Je voulais remercier ce soir la Mêlée, Bastien, Mathias tout à l'heure pour l'émission de radio, pour avoir organisé ce Business Starter Day qui est soutenu par la French Tech Toulouse. Et vous remercier en fait de faire le lien entre les entreprises inspirantes pour l'ensemble des porteurs de projets qui pourraient se lancer dans l'initiative d'entreprendre. Et je pense que c'est aussi ça la French Tech Toulouse, de faire le lien entre les grandes entreprises innovantes qui drivent leur secteur, qui peuvent donner la fibre d'entreprendre et l'envie d'aller sur ces secteurs de pointe. Et justement, ma dernière question pour vous, avant de vous libérer et de vous attendre sur le plateau de radio, c'est quel serait votre mot ou vos conseils pour les porteurs de projets qui se lancent? Vraiment, il faut y croire, il faut manger des algues, il faut être sans nul doute optimiste, tenace. J'ai envie de dire, pas chercher forcément à protéger ses produits. Enfin, alors, nous, on n'est pas dans une logique de brevet, mais ce qui compte chez nous, c'est d'être le premier à sortir le produit, plus qu'à essayer de passer du temps finalement à le protéger. Sortez vite vos produits. Et puis bien sûr, quand on est start-up, au départ, on pivote, mais quand vous pivotez, faites-le toujours en connaissance de cause de ce que vous savez faire. Voilà. Ça, c'est important, parce que moi, j'ai toujours des tas de personnes qui viennent me voir en disant « j'ai une idée, j'ai une super idée, on va faire ci, on va faire ça ». Ouais, ça, c'est sûr. Mais après, il faut le mettre aussi au prisme de ce que l'entreprise sait faire, pour rebondir sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire pour être capable de sortir un produit assez rapidement. Voilà. Parce que ça peut être bien de le faire, mais si des concurrents vont le sortir avant vous, tout le monde va s'épuiser, on va perdre du temps. Ouais, je suis d'accord. Le time to market est très 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 important. Je pense que le problème, c'est qu'on est on est tous poussés à vouloir faire toujours la meilleure des choses. Il faut juste faire quelque chose qui corresponde au marché et le faire vite. C'est pas parfait, c'est pas grave, ça marche, ça commence à toucher le marché et puis on continue à évoluer. Donc moi je suis d'accord, il faut aller vite. Et un point très très important parce que tout le monde le dit, mais pas assez, et surtout les start-upers ne font pas assez. Écoutez vos clients. Écoutez vos clients, faut écouter, comprendre quel est leur besoin, parce qu'avant tout, c'est les clients qui font que vous aurez du business demain. Voilà, c'est Bezos qui disait que tous ses concurrents s'occupaient de leurs concurrents et lui il s'occupait de ses clients, quoi. Mais ça, je pense que c'est très important. Ouais. Mais je pense que tout a été dit. En tout cas, oui, la ténacité, ça c'est clair. Il faut croire à ses idées, il faut croire à ses envies aussi. L'écoute cliente, elle est importante. Je pense que les premières expériences utilisateurs, quel que soit le produit que l'on sort, sont aussi clés. Donc moi, je crois aussi à la théorie des petits pas, des success stories. Voilà, de commencer à avoir des clients qui commenceront à parler en bien du projet, en essayant idéalement de ne pas se reposer que sur un ou deux clients qui finalement peuvent aussi au début apporter un peu d'argent, mais aussi peut-être un peu trop orienter la définition du produit, et on se met à travailler pour un client et pas finalement pour l'idée de départ et tous les aspects communautaires qu'on pourrait imaginer autour. Donc ça reste aussi dans un monde idéal, parce que on a aussi besoin de manger, on n'a pas toujours forcément la possibilité de dire non à un client ou de lui dire que ça arrivera un petit peu plus tard. Mais voilà, si on peut faire ça, c'est bien. Et effectivement, oui, l'écoute client, ça c'est clé.
Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a réorienté nos produits au fil du temps et ça permet aussi de dénicher de nouvelles opportunités, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Donc, si je résume, être tenace, rester focus, écouter ses clients. Donc, à nos lauréats qui ont pitché Comment ? Et prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait. Je vois qu'en tout cas, vous avez l'air d'en prendre, parce que, honnêtement, dans vos discours, on sent la passion dans vos secteurs. Donc voilà, à ceux qui ont pitché au début et par la suite, on leur souhaite d'être à votre place dans 5, 15 et 20 ans. Merci beaucoup Anne-Sophie. Tu as oublié de manger des algues, parce qu'on l'a tous entendu, et on remercie Vinly pour nous avoir tous réveillés. Au nom de la mêlée, je vous remercie. Moi j'étais la start-up Guti, donc partenaire de la mêlée, mais effectivement cette journée du BSD n'aurait pas pu s'organiser sans effectivement le soutien, le travail de la mêlée, notamment de Mathias qui a beaucoup travaillé sur cette journée. On enchaîne directement d'ici à peu près un quart d'heure, 20 minutes avec l'émission de radio Ça marchera jamais en live depuis le quai, et pour vous faire patienter, il y a un petit apéritif qui est prévu, et après effectivement durant 1 heure on alternera effectivement les différents intervenants à la radio. En tout cas, merci beaucoup de votre présence à cette heure tardive et à très vite.